Mais la réalité, c'est que nous vivons dans un environnement, en particulier depuis les années 1970, où le capitalisme américain a vu la fin de sa période exceptionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Seconde Guerre mondiale a détruit tous les systèmes capitalistes dans le monde, à l'exception des États-Unis. Les Britanniques ont été anéantis, les Allemands ont été anéantis, les Japonais ont été anéantis. Leurs usines étaient en grande partie détruites, leur classe ouvrière décimée par la guerre. C'étaient des pays dont le capitalisme les avait menés au bord du désastre à une seule exception près. Si l'on met de côté un instant l'attaque de Pearl Harbor, il n'y a pas eu de guerre sur le territoire américain, à l'exception de cet événement. Nos infrastructures ferroviaires étaient intactes, nos ports n'avaient subi aucun dommage. Notre classe ouvrière avait été remise au travail par la guerre. Nous en sommes sortis avec une situation très profitable. 1945-1975, 30 ans spéciaux. Dès les années 70, la belle époque était finie. Les Japonais étaient de retour, les Allemands également. C'est pour ça que nous conduisons tous des voitures allemandes et japonaises, n'est-ce pas? Et tout s'est enchaîné à ce moment-là, non? Et le capitalisme américain s'est retrouvé en compétition, n'étant plus aux commandes, n'étant plus la société dominante qui exerçait un contrôle total sur tout. Il a commencé à faire face à de véritables concurrents. Je tiens à vous dire à tous qu'à ce moment-là, les capitalistes ont fait ce qu'ils font toujours, mais avec plus d'ardeur. Ils devaient trouver un moyen de rivaliser. Et donc, ils s'en sont pris à leur classe ouvrière. Ils se sont vraiment attelés à briser les syndicats et ils ont fait du très bon travail. Ils se sont vraiment attelés à écraser leurs concurrents s'ils le pouvaient, à les soumettre s'ils le pouvaient. Et quand ils ne pouvaient pas les battre, ils se sont joints à eux. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ils ont délocalisé les usines vers là où la main-d'œuvre était moins chère, où d'autres pouvaient faire le travail. C'est le début de ce que nous appelions la désindustrialisation des États-Unis, la fin de la Nouvelle-Angleterre comme pôle industriel, la fin du Midwest comme pôle industriel, le déplacement de ce qui restait vers le sud-ouest, le sud, la Californie, car ils pouvaient y faire plus de bénéfices que dans le cœur du pays qui était politiquement organisé par la classe ouvrière pour leur compliquer un peu la tâche. Ainsi débute ce que j'ai décrit avec le COVID, et le Covid en est en quelque sorte l'étape finale, mais cela se passait déjà depuis des décennies avant. C'est pourquoi les Américains se sentent sous pression, stressés. Il n'y a jamais tout à fait assez d'argent. Dans les années 70, ils ont fait le pire, ce qui est le plus tragique. Ils ont cessé d'augmenter les salaires. Avant cela, ils faisaient tellement de bénéfices qu'ils pouvaient en reverser un peu aux travailleurs. Cela s'est arrêté dans les années 70. Pour ceux qui l'ignorent, le salaire réel, ce qu'une heure de labeur vous permet d'acquérir, n'est guère plus grand aujourd'hui qu'il ne l'était en 1978. Incroyable. Pendant les 40 années qui ont suivi, les travailleurs sont devenus plus productifs en Amérique. Et être plus productif signifie qu'en une heure, le travailleur moyen donnait plus de production à l'employeur chaque année. Cependant, l'employeur, celui qui verse le salaire, a offert la même chose aux travailleurs. Ce que le travailleur donne à l'employeur augmente, ce qu'il reçoit reste pareil. Pas besoin d'être un génie pour comprendre, bien sûr, que les riches s'enrichissent. C'est eux qui profitent de la croissance, pas la classe ouvrière. Cependant, puisque nous ne les avons pas organisés à ce moment-là, puisque cette histoire ne leur a pas été expliquée et qu'il n'y avait pas d'organisation pour coordonner tout cela, les travailleurs américains ont considéré que c'était leur propre problème. Pas ce développement social, pas cette réalité économique. Vous savez ce qu'ils ont fait, c'est vraiment tragique. Ils ont travaillé davantage d'heures. Vous savez, si vous n'êtes plus payé plus à l'heure comme autrefois, eh bien, vous devez travailler plus d'heures. Les hommes de la famille ont fait plus d'heures. Si les femmes quittaient la maison pour un emploi rémunéré, elles ont commencé à le faire en nombre record. Oui,
On a pu nommer cela la libération des femmes, et il y avait une part de cela, mais c'était avant tout une nécessité budgétaire. Ils ont alors fait quelque chose, et si vous avez de la compassion, c'est votre moment. La classe ouvrière américaine a tenté de conserver son niveau de vie en hausse au cours du siècle précédent, mais les salaires ne le permettaient plus. Les salaires ne le couvraient plus, ils ne suffisaient plus. Alors, ils ont fait ce que nous savons tous. Ils sont devenus des pionniers d'un nouveau genre. Ils ont emprunté plus d'argent que n'importe quelle autre classe ouvrière dans l'histoire du monde entier n'en a jamais emprunté. De l'argent pour votre prêt immobilier, pour votre maison, de l'argent pour acheter votre voiture à temps, de l'argent sur votre carte de crédit pour acheter la bouteille d'eau à l'épicerie du quartier. Enfin, ces 30 dernières années, la dette étudiante. Je veux dire, nous sommes une société qui vit dans le fantasme que tout va bien se passer. L'année 2008 a été un véritable signal d'alarme. Ne pas travailler, ne pas pouvoir payer, la crise des prêts hypothécaires à risque et tout ce brouhaha, c'est la fin de cette période d'emprunts excessifs. Sans vouloir généraliser, nous ne sommes pas tous pareils, mais nous partageons des choses. Et ce que nous partageons est très important, ça doit être clair. Nous sommes des salariés, nous sommes les exécutants dans l'entreprise capitaliste. Dans mon travail, j'insiste sur le fait que nous imaginons nous être débarrassés des rois et monarchies il y a des siècles. C'est en partie vrai, mais les monarques nous ont joué un sale tour. Quand nous les avons évincés de la politique, ils se sont subtilement faufilés au-delà de la ligne de partage et sont devenus des PDG dans le monde des affaires. C'est simplement un roi sous une autre apparence. Nous sommes tous ces sujets dès l'entrée à l'usine, au bureau, au magasin. On nous dit où s'asseoir, quoi faire, comment, quand et combien de temps aller aux toilettes. Et en fin de compte, après avoir mis tout notre cerveau, tous nos muscles dans le travail, on nous dit de partir. Laissez tout ce que vous avez fait, rentrez chez vous, regardez la télé, buvez une bière, mangez une pizza et revenez demain pour tout recommencer. Ce sont eux les rois. Nous sommes les sujets, ils n'ont pas de compte à nous rendre, nous ne les contrôlons pas, ils ont le pouvoir de nous embaucher et de nous virer. Nous n'avons pas la situation inverse, rien dans tout cela n'est le moins du monde démocratique. Entre parenthèses, tout ça se passe dans un pays qui se dit démocratique, mais le lieu de travail ne l'a jamais été. On n'y a jamais permis la moindre démocratie, et si vous confrontiez un PDG aujourd'hui avec l'exigence démocratique que chaque personne dans l'entreprise ait une voix et qu'on décide à la majorité quoi, comment et où produire et quoi faire des bénéfices que nous avons tous contribué à générer, il nous virerait. Et ça mettrait fin à cette conversation très rapidement. Donc, pour ma part, je suis très optimiste. Nous n'avons pas bien agi. Je suis critique, mais optimiste. Nous pouvons faire ce que les gens de tous les autres systèmes ont fait. Nous pourrions nous rassembler et déterminer, tout en respectant ce qui nous distingue, comment parvenir à une unité suffisamment solide pour opérer une transition vers un système qui serait plus bénéfique pour chacun de nous. Et moi, personnellement, je suis juste impatient que nous n'ayons pas avancé plus que ça sur ce projet. Si nous voulons changer la société dans laquelle nous vivons d'une manière nouvelle et progressiste, alors nous devons comprendre à quoi nous avons affaire. Et cela exige de nous de faire un état des lieux de la situation que nous nous proposons de transformer. Ainsi, je soutiendrai que la façon dont je perçois les choses est que, en fonction de ce que vous cherchez à comprendre ou à changer, cela influencera la manière dont vous définirez l'objet avec lequel vous travaillez. C'est un peu comme si je peux utiliser une métaphore, un sculpteur. Un homme ou une femme qui crée des formes à partir de l'univers physique. Mais que vous travaillez avec de l'argile ou que vous travaillez avec un type spécial de plastique ou que vous travaillez avec de la glace, je veux dire
toutes les différentes choses que les sculpteurs ont utilisées, eh bien, ça affecte la façon dont ils abordent leur travail, ce à quoi ils ont affaire, et ils doivent en venir à comprendre pleinement ce qu'est ce médium. Et je pense que nous devons faire de même, et nous devons être flexibles. J'apprécie votre idée de vous baser sur la perception que votre public a de la classe ouvrière, car il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de la concevoir. Il y en a plein de différentes et il faut faire face à cela. Donc, avec tout ce contexte, laissez-moi vous donner la réponse que je donne. Pour nombre des objectifs que je me suis fixés en tant qu'analyste et militant, je divise la société capitaliste ici aux États-Unis ou même à l'échelle mondiale, en deux classes pour commencer cette discussion. L'une d'entre elles représente la classe des employeurs, tandis que l'autre est la classe des employés. Pour ma part, je suis issu d'une étude historique et j'adhère à la tradition marxiste. Je ne le conteste pas du tout et je ne feins pas d'être autre chose. Ce n'est pas la seule tradition dont j'ai tiré des enseignements, mais c'en est une, et je ne vais pas la désavouer, pas plus que je ne laisserai toutes sortes d'autres idées de droite pénétrer mon esprit. D'accord, voici la notion. Le système esclavagiste avait deux positions clés, le maître et l'esclave. Cela ne veut pas dire que tous les maîtres étaient pareils, ni que tous les esclaves étaient identiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de division parmi les esclaves, il y en a toujours eu, de même chez les maîtres. Mais pour certains objectifs clés de compréhension, j'établis une distinction entre le maître et l'esclave. Puis, je la mets en parallèle avec le féodalisme, où je retrouve le seigneur et le serf. Ensuite, en abordant le capitalisme, j'y discerne l'employeur et l'employé. La raison pour laquelle je l'ai abordé ainsi est qu'il y a quelque chose d'assez fondamental, non pas plus ou moins important, mais de très fondamental dans cette société. Le maître est aux commandes, n'est-ce pas? C'est lui qui prend les décisions les plus importantes. Il dirige la plantation, il dirige l'entreprise, il dirige tout ce que vous voulez appeler cela. Et de même le seigneur du domaine féodal en féodalisme. Le serf occupe sa propre position, mais il est clair que celle-ci est une position subordonnée. Et ce fut l'une des grandes intuitions de Marx de constater que le capitalisme n'avait pas, contrairement à ce qu'il croyait, rompu avec ses anciens systèmes de manière aussi complète qu'il l'avait imaginé. Il s'en est détaché de plusieurs façons, mais a reproduit la scission entre deux positions fondamentales. D'un côté, une très petite minorité dirige les opérations et de l'autre, une très large majorité étant soit des esclaves, soit des serfs. Ou si vous préférez, des employés au sein de la catégorie des employés. Par exemple, et c'est ce que ma façon de voir les choses met en lumière, c'est la différence entre ceux qui, et, pour user du langage marxien, produisent un surplus. Tous ceux qui fabriquent logiciels, chaises, hamburgers, cornets de glace, chemises, blouses, tout. Il y a des gens qui travaillent à transformer la nature, comme le bois, et ainsi de suite, en utilisant des outils, par exemple des marteaux et des clous, pour obtenir un produit fini, tel qu'une chaise ou une table. Prenons cela comme exemple. Et ces individus, selon la théorie marxiste, accomplissent le labeur qui génère la vaste majorité des biens et services, à l'image des esclaves ou des serfs. Et ils produisent toujours, c'est l'un des grands points de Marx, ils produisent toujours plus de ces choses, les biens et services, que ce qu'ils ne consomment personnellement. En d'autres termes, oui, ils fabriquent des chaises et ils s'assoient sur des chaises. Mais si vous additionnez toutes les chaises que tous les fabricants de chaises produisent avec toutes les chaises sur lesquelles la classe ouvrière s'assoit, il y a plus de chaises, il y a plus de valeur que ce que les travailleurs consomment. Et qu'est-ce que ce surplus? C'est le revenu des personnes au sommet, la classe des employeurs qui sont dans cette activité, comme ils vous le diront eux-mêmes, pour gagner de l'argent et en retirer plus que ce qu'ils ont misé. Il n'y a pas de magie ici.
Ils n'ont pas encore surmonté les lois de la thermodynamique, mais ils comprennent bien qu'on ne retire pas plus que ce qu'on y investit. Alors, que s'est-il passé exactement? Comment? Eh bien, ils ne retirent pas plus que ce qu'ils investissent. Ce qu'ils en retirent, c'est ce qu'ils ont mis dedans, matières premières, travailleurs, technologie. Ils obtiennent ce que ces éléments peuvent produire. Mais ce qu'ils peuvent produire dépasse ce qu'ils reversent à leurs employés en guise de rémunération, et c'est ce surplus qu'ils qualifient volontiers de bénéfice qui motive leur activité commerciale. Ils souhaitent en tirer plus de cette situation, ce qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle ils constituent la classe des employeurs. C'est pourquoi ils sont en position de décider quand il est rentable d'embaucher quelqu'un et quand ça ne l'est pas. Le confinement dû au COVID d'1 an et demi en gros a signifié des choses très différentes dans cette société. De nombreux Américains le réalisent et sont très en colère. Quand on a passé la semaine dernière à regarder comment M. Bezos et M. Branson se faisaient concurrence pour dépenser leurs milliards dans une course à l'espace alors qu'il y avait des masses de sans-abri, de gens affamés, je veux dire, on ne pouvait pas faire plus indécent. Mais allons plus loin. Au cours de ces 18 derniers mois, regardons un peu. Les riches sont devenus plus riches. Vous connaissez tous les chiffres. Si vous prenez les 600 milliardaires aux États-Unis et que vous additionnez leur fortune, ça se chiffre en milliers de milliards et ils ont gagné presque 1000 milliards de plus ces 18 derniers mois. Pendant ce temps, 82. C'est le dernier chiffre que j'ai. 82 millions de travailleurs américains ont dû s'inscrire au chômage à un moment donné au cours des 18 derniers mois. Certains n'ont été au chômage que quelques semaines, d'autres l'ont été tout le temps. Mais cela représente plus de la moitié de la population active des États-Unis. C'est une statistique absolument stupéfiante, plus d'un individu sur 2 aux États-Unis. La main-d'œuvre américaine compte environ 160 millions. Eh bien, si 82 millions ont dû aller au chômage pendant un certain temps, c'est plus d'1 sur 2. Quoi? Quand on est sans emploi, l'estime de soi diminue, les revenus chutent, on épuise toutes les économies que l'on a pu avoir, on s'appuie sur ses amis, sa famille, de manière qu'ils ne peuvent tolérer, car ils ont bien leurs propres problèmes en ce moment, ce qui signifie alcoolisme, violence conjugale, divorce. Toutes ces choses, des maux physiques et des troubles mentaux. Nous avons soumis notre classe ouvrière à une charge ahurissante, sous prétexte que nous traversons tous ensemble la période du Covid. C'est comme si nous unifions tous l'Europe. C'était des balivernes. Certains en profitent pour gagner de l'argent, d'autres y perdent la chemise. Mais il y a une autre dimension. Durant cette période de 18 mois, toutes les entreprises des États-Unis y ont discerné une opportunité. Elles n'ont pas toutes pu en tirer parti, mais beaucoup l'ont fait. Elles ont commencé à repenser, sous une forte pression, leur façon de fonctionner. Elles perdaient de l'argent. On ne fait pas de bénéfices si les employés ne sont pas là. S'ils ne peuvent pas venir travailler car malades, par peur d'être contaminés ou en raison d'un confinement, les capitalistes ont appris ou réappris que sans travailleurs, même avec des machines et une technologie de pointe, on n'a rien. Sans travailleurs, pas de bénéfices. Maintenant, ils peuvent rouvrir, mais ils ont appris quelque chose. Si nous voulons regagner les bénéfices que nous n'avons pas perçus pendant 18 mois, il va nous falloir obtenir davantage de ce que nous faisons à présent, et ils ont analysé la situation, car ils ne sont pas sots, et ils ont recruté du personnel. Certains de mes étudiants travaillent pour ces entreprises, c'est comme ça que je sais. Voici ce qu'ils ont accompli. Je vais vous illustrer cela par un bref exemple. Voyez-vous, au sein de ce département, nous disposions de 5 employés, mais si nous réorganisons légèrement les choses, nous en rappellerons 4 et non 5. Nous parviendrons à accomplir ce travail avec 4 salaires, pas 5 personnes. Et savez-vous comment cela se manifeste? Il y a une statistique que le gouvernement tient et qui est hors de tout classement. C'est la statistique des départs volontaires.
Les travailleurs sont rappelés à leur poste de travail. Parfois, ils le perçoivent d'emblée, mais d'autres fois, cela prend plusieurs jours, voire quelques semaines. Et figurez-vous, ils prennent conscience de la situation. Non seulement ils ont été floués durant cette pandémie de Covid, mais ils sont sur le point d'être lésés pour le reste de leur existence, car ils ne perçoivent plus la rémunération qu'ils avaient auparavant, ni les mêmes bénéfices, ou bien ils sont contraints de travailler davantage qu'avant, sans aucune compensation supplémentaire. Et leur réponse, c'est « je démissionne », parce que les chiffres des démissions crèvent le plafond. Pour nous, cela devrait représenter une opportunité exceptionnelle, car ce sont les travailleurs qui ripostent. Il est difficile de quitter son emploi, personne ne désire démissionner. Mais vous êtes tellement en colère. Vous comprenez, même si ce n'est que dans la petite perspective personnelle de ce que vous voyez, ce qu'on est en train de vous faire. Vous êtes en train de vous faire arnaquer. À mon avis, et c'est nouveau, je n'y avais pas pensé avant ces 2 dernières années, j'ai toujours remarqué que le capitalisme a une énorme résilience. Je l'admire. Il a traversé un grand nombre de moments extrêmement difficiles et a su trouver les moyens de survivre et même de se développer. Et j'ai souvent compris qu'il y a une sortie. Si ça arrive, ça peut s'arranger. Si. Mais je dois vous dire, en tant qu'économiste professionnel, ce que je suis, j'ai enseigné l'économie toute ma vie, je ne vois pas d'issue. Vraiment pas. Et pour moi, je ne sais pas pourquoi, je la cherche. Je ne veux pas, vous savez, dire que les choses sont, si je peux voir une issue. Mais je ne peux pas. Les problèmes des États-Unis ont été repoussés à plus tard si longtemps ils se sont accumulés. On le voit partout autour de nous, que ce soit dans la suprématie blanche ou dans des emplois sans avenir, ou cette incroyable inégalité que nous ne cessons d'empirer. Le système il n'est même pas capable de résoudre les problèmes qu'il identifie, et encore moins ceux qu'il ne voit pas du tout. Donc, pour ma part, je pense que j'assiste à... En fin de compte, les États-Unis sont l'un des pays les plus riches de la planète. Nous avons l'un des systèmes médicaux les plus développés au monde. Et nous sommes numéro 1 pour le nombre de morts du Covid. C'est un niveau d'échec d'une portée historique qui marque véritablement son époque. Les gens qui regarderont en arrière et demanderont quand le système féodal en Europe, qui a duré 1000 ans, a-t-il pris fin? Et la réponse à laquelle la plupart arrivent, c'est qu'ils pointent quelque chose qui s'est passé au XIIIe et XIVe siècle, que nous appelons maintenant la peste noire, la peste bubonique. C'était une pandémie comme celle que nous venons de traverser, en pire, mais comme celle que nous venons de traverser. Et je commence à me demander, et je ne suis pas le seul, si ce niveau d'échec face à l'adversité ne sera pas, en réalité, ce que les historiens retiendront comme le signal que quelque chose de fondamentalement problématique existe ici. Nous avons les gens pour le travail et les usines pour fabriquer les tests, les masques, les respirateurs, tout. Nous en avons les moyens, mais notre système en est incapable de la même manière que nous avons tout le travail nécessaire à effectuer dans notre société, ce qui pourrait créer de bons emplois pour tous les chômeurs dès demain. Nous pouvons tous lister ce dont nous avons besoin, nous sauver de l'autodestruction planétaire, écologiser ce pays, faire quelque chose pour les personnes âgées au lieu de les laisser dans des maisons de retraite aux soins médiocres. Allons, nous savons ce qui doit être fait, nous avons les gens qui veulent travailler, nous avons le travail à faire et nous avons les outils et l'équipement. La Réserve fédérale tient un registre, ce qu'on appelle l'utilisation des capacités de production, c'est le nom. Et cela mesure combien de nos outils, équipements, usines, quelle proportion est utilisée pour la production et ce qui reste à l'arrêt à prendre la rouille et la poussière. Environ 20 à 25% prennent la rouille et la poussière. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Nous avons l'équipement, les outils, les usines, les travailleurs désireux de travailler et le travail qui doit être accompli. Pourtant, ce système ne peut pas tout concilier, car s'il n'y a pas de bénéfice, rien ne se passe. Nous sommes pris en otage.
Les vieux lieux communs prennent un nouvel éclat, une urgence renouvelée, un écho neuf dans les pensées et les émotions des individus à mesure que nous progressons, à mesure que nous avançons. Rappelons-nous que la raison pour laquelle nous importons des milliards et des milliards de biens de la Chine, du Vietnam ou de n'importe quel autre pays est que, de manière écrasante, les entreprises américaines ont fermé leurs exploitations aux États-Unis et les y ont déplacées. On disait en général qu'environ 50% de ce qui vient de Chine provient de la filiale d'une société américaine. Si vous ajoutez les partenariats, le chiffre est encore plus grand. Qui font ça? C'est de cette manière que le système capitaliste a fait plus de profit. Il ne pourra pas s'en remettre. Tout ce qu'il entreprend est fondé sur cela. Ils ne reviendront pas en arrière. Par exemple, chacun des 6 derniers présidents a promis « Je vais ramener l'industrie manufacturière ». Tous ont menti. Ils ont menti, incapables de le faire, et n'auraient pas dû le prétendre. Biden, d'ailleurs, perpétue cette tradition, cette stupide tradition. Il y a une bonne raison. Le système s'ajuste au niveau de bénéfices qu'il a généré. Il a accru sa rentabilité ces 30 à 40 dernières années par la mondialisation, en délocalisant les emplois, en embauchant des immigrés sous-payés et surtout par l'automatisation, l'informatisation et la robotisation. Ils ne reviendront pas en arrière. Ils en sont incapables. Leurs institutions, leurs finances, tout en dépend. Pourquoi dis-je cela? Car ils s'apprêtent à... Si des emplois sont offerts à la majorité des Américains, ce seront ce que David Graeber a qualifié d'emplois à la con. Ils vont leur offrir des emplois consistant à brasser de l'air, des postes dans la restauration rapide ou l'aide aux personnes âgées sans les rémunérer convenablement et sans se préoccuper réellement de la qualité des soins prodigués au sein de ces institutions. Je m'attends à ce que nous voyions et entendions des rapports sur des conditions innommables dans les établissements de soins pour ces anciennes générations. Je veux dire, une véritable laideur se dévoile devant nous, une laideur qui, regardez, les gens ont été choqués quand Monsieur Trump a enfermé des enfants d'immigrés dans des cages à notre frontière sud, mais ce n'est qu'un symptôme que c'est désormais tolérable. Vous habituez une société à rejeter la faute sur les victimes qui constituent une part croissante de notre population. C'est pourquoi je ne vois aucune échappatoire. Parce que dans les périodes précédentes, les États-Unis n'avaient pas de concurrents. Je ne souhaite pas alarmer les gens, mais la République populaire de Chine constitue un adversaire très sérieux. Pas sur le plan militaire, et qui sait, cela pourrait anéantir notre planète, mais à tous les autres égards, ils ont trouvé le moyen de croître économiquement bien plus vite que ce pays. Ils ont cru à un rythme 3 fois supérieur à celui des États-Unis ces 40 dernières années. Je veux dire, et avec ça vient l'influence politique. Ils ont géré cette crise médicale du Covid bien mieux que nous, avec une population 4 fois plus importante et un pays plus pauvre au départ. Vous ne pouvez pas maintenir cette combine indéfiniment. Et je pense que ce que les Américains doivent comprendre, c'est le passage d'un emploi régulier à un petit boulot, le fait de devoir cumuler 3 emplois et jongler entre eux chaque semaine, considéré comme la norme pour une nouvelle génération. Ce sont tous les signes d'une pression croissante, sur la classe ouvrière de ce pays. Nous n'allons plus être là à regarder le reste du monde dans notre émission de géographie à la télé pour voir à quel point ils ont moins que nous. Nous entrons là où ils ont toujours été, et cela représente une difficulté terrible. Regardez la situation des Britanniques. Ils ne peuvent toujours pas accepter de ne plus avoir d'empire, mais la réalité de la classe ouvrière britannique est désormais un désastre, et c'est exactement ce que la classe ouvrière américaine rencontre. Êtes-vous vraiment prêt à voir la situation se dégrader petit à petit? Maintenant, vous avez perdu votre emploi. Maintenant, les prix augmentent trop. Maintenant, vous devez courir encore plus pour votre petit boulot. Vous n'aurez plus d'assurance pour ça ou pour
Vous savez, vous êtes attaqué sur 100 points différents. À un certain point, seul un mouvement de classe parviendra à résoudre votre problème. Ce sont des problèmes sociaux. Les Américains les vivent encore comme s'il s'agissait de problèmes individuels.